À Monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. D'abord, je veux remercier les collègues du groupe UDR, grâce auxquels nous avons ce débat à cet instant, qui va nous permettre de pallier l'absence préjudiciable de débat au moment du PLFSS, puisque, malheureusement, nous n'avons pas pu aborder la branche autonomie et une partie des sujets qui sont au cœur de cette discussion. Et moi, comme je le fais souvent quand il est question de sécurité sociale et plus largement de l'ensemble des politiques sociales, l'intérêt du débat qui nous anime, c'est d'abord et avant tout de partir des besoins. Toujours partir des besoins. La maison vieillit et on regarde ailleurs. On pourrait ainsi s'inspirer des termes de Jacques Chirac, qui, à juste titre, alertait à une époque sur le déni face au réchauffement climatique. Aujourd'hui, notre société, elle est malheureusement dans une forme de déni face aux enjeux de la révolution de la longévité et de la transition démographique. Alors bien sûr, nous ajustons par petites touches, souvent homéopathiques, et il serait incongru de dire que rien ne s'est passé depuis une vingtaine d'années, depuis la première alerte d'ailleurs liée à la canicule, qu'il s'agisse de la création de la CNSA, financée pour partie par le lundi de la Pentecôte, qu'il s'agisse plus tard d'un certain nombre de mesures de rattrapage ou plus récemment de la création de la branche autonomie. Mais quand on part des besoins, on le fait en les regardant lucidement dans leur complétude. Et quand on parle de dépendance, même si je n'aime pas le terme, et je préfère celui désormais consacré de perte d'autonomie, il faut le prendre sur cette étape ultime qui est celle de la perte d'autonomie ou de la dépendance, où là, aujourd'hui, la crise du vieillissement, elle est déjà en place. Et elle épouse deux contours. Ceux de l'insuffisance des moyens d'accompagnement que nous, collectivement, la société, avons décidé d'accorder pour l'accompagnement des personnes âgées vulnérables, celles qui sont en perte d'autonomie, qu'elles vivent à domicile ou qu'elles vivent en établissement. Le nerf de la guerre, c'est en effet l'accompagnement humain. Les aides-soignantes, les aides à domicile, les auxiliaires de vie, qu'elles soient à domicile ou en établissement, ces invisibles de la solidarité qu'on a applaudi évidemment et qu'on retrouve dans l'excellent film de François Ruffin notamment. Toutes celles-là, elles sont absolument indispensables à tenir ces missions de solidarité. Or, il y a deux enjeux concernant, il y a un enjeu qualitatif, je n'aime pas le terme, mais il y a un enjeu quantitatif. L'enjeu quantitatif, il est d'abord de constater qu'il n'y en a pas assez. Que, alors que ça fait 10 ans qu'on constate la faible progression des ratios d'encadrement dans les EHPAD, j'ai horreur de ce terme, mais tout simplement le fait d'avoir suffisamment de personnel pour accompagner dignement, comme elles l'ont appris dans les écoles d'aides-soignantes. Dans une école d'aide-soignante, on apprend à faire une toilette simple en 30 minutes et une toilette complexe en 45 minutes. Il n'y a pas un EHPAD de France où on fait une toilette simple en 30 minutes et une toilette complexe en 45 minutes parce qu'il n'y a pas assez d'aides-soignantes par étage pour remplir ces missions. Et ce n'est pas les 50 000 postes qui ont été annoncés qui d'ailleurs trahissent l'engagement, le seul engagement d'Emmanuel Macron au moment de l'élection présidentielle, qui était 50 000 postes déjà insuffisants sur la durée du quinquennat et qui subrepticement s'est transformé en 50 000 postes à l'horizon 2030. C'est-à-dire, en moyenne, 6 ou 7 emplois supplémentaires dans chacun des EHPAD concernés, alors même, si on parle en termes de ratio, que tout le monde s'accorde à dire que le 6 pour 10 actuel, qui stagne, même s'il évolue très faiblement, il faudrait que ce soit au moins 8 pour 10 et que dans un monde idéal, ce soit 10 pour 10 au regard des profils des résidents dans ces établissements. Même chose sur les établissements, sur les services à domicile. Donc il faut plus de personnel et il faut du personnel mieux rémunéré. Le deuxième enjeu, je veux aller vite, c'est celui du point de vue des familles. Ma collègue Christine Pires-Beaune a produit l'année dernière un diagnostic et des propositions absolument robustes sur la question de la baisse du reste à charge. Parce que, par ruissellement, c'est la question du pouvoir d'achat des familles, la question de l'accession et de l'accessibilité à ces établissements et d'éviter le renoncement à un accompagnement suffisant. Ce qui suppose de reposer sur la table la question globale de mode de financement. Nous, on a des propositions pour créer une allocation unique, dégressive, fusionnant l'ensemble des ailes.
Le troisième volet, je dois aller extrêmement vite, c'est celui de la prévention de la perte d'autonomie. Votre prédécesseur, Aurore Bergé, on l'avait applaudi à l'époque, avait posé l'idée de la création, sur le modèle du Conseil national du handicap et du Comité interministériel du handicap, d'un comité interministériel de la longévité et d'un Conseil national d'une politique qui soit coordonnée. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça? Et je termine dans les 6 secondes qui me restent, et je vais le dire de manière plus tonitruante que Annie Vidal. Il y a eu un consensus dans cet hémicycle pour une loi de programmation sur le grand âge. Plutôt que des amendements subreptices au Sénat pour introduire 7 heures par-ci de travail forcé, quand est-ce que vous convoquez la préparation de cette loi de programmation pour le grand âge à travers une conférence du financement? Il y a un consensus sur tous ces bancs pour le faire. En refusant d'aborder le sujet, vous procrastinez, comme malheureusement Emmanuel Macron depuis 2017. Merci, chers collègues. La parole est à M. Jérôme Nury pour le groupe Droite républicaine.